je voudrais dire que je remercie Jean Varela, je remercie surtout Jacques Atlan d'avoir accepté, parce qu'au moment où il fallait mettre noir sur blanc les obligations budgétaires du Conseil général, et que j'ai dû commettre des arbitrages plus sévères que jamais je ne l'avais fait depuis 17 ans que j'en commets à la tête exécutive départementale. J'ai imposé, oui je le dis, j'ai imposé, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, une réduction de 6% du budget des printemps des comédiens. Et je peux comprendre que ça n'a pas soulevé un grand enthousiasme, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que chacun des acteurs constitutifs de la saison du domaine d'art et de culture d'eau, qu'il s'agisse de ceux qui sont déjà passés ici dans le cadre de la conférence de presse avec Deschraoui pour Arabesque, avec Jérôme Pulman pour les Folies d'eau, eh bien chacun s'est conformé à cette exigence qui, vous pouvez vous en douter, était faite pas de gaieté de cœur en ce qui me concerne. Mais malgré tout, j'ai pu constater qu'une fois de plus, et je laisserai à Jean Varela le plaisir de dérouler et de tourner les pages du livre de cette 28e édition, mais j'ai pu constater que la qualité était au rendez-vous par le prestige des acteurs, par aussi la qualité des auteurs qui seront portés à votre connaissance. Donc je suis quand même très heureux que le défi ait été relevé. Maintenant, j'espère qu'on ne nous contraindra pas à faire cette acrobatie de nouveau, mais j'espère qu'on restera dans un budget qui sera, parce que vous avez vu quand même, ça je peux le dire aux gens de culture, ils le savent, il y a cette équation qui a été posée par le gouvernement et par le président de la République. Il faut à tout prix trouver 50 milliards d'euros. Et j'ai bien vu que dans la liste de ceux qui devront être les généreux donateurs, il y a les collectivités territoriales. Donc j'espère qu'on ne va pas nous tordre le cou au point de... Bon, il y a une autre incertitude qui pèse, et je le dis aux gens qui aiment la culture, c'est celle de la compétence générale qui est accordée aux collectivités, communes, départements, régions, pour mener des politiques qui sont des politiques publiques auxquelles ils donnent du sens et ils donnent une signification politique forte. Ça, j'y tiens par-dessus tout, parce que bon, même si le budget de la culture est un budget qui est contraint, c'est quand même un budget qui nous permet d'atteindre toute une série d'objectifs, et que ce soit ici, que ce soit à Baïssan, au domaine sortie ouest à Béziers, que ce soit sur les différentes manifestations culturelles, nous essayons au maximum, avec des moyens restreints, de donner du sens à l'action culturelle qui est commandée par le département. Je voudrais saluer aussi tous ceux qui nous accompagnent sur différentes manifestations, l'agglomération de Montpellier, mais également tout ce mécénat qui a été sollicité et qui a répondu favorablement pour accompagner le printemps des comédiens, puisqu'aujourd'hui c'est de celui-là que l'on parle. Donc voilà, je voulais vous livrer ces quelques réflexions, vous dire que les difficultés peuvent apparaître encore. J'espère qu'elles ne sont pas de nature à nous contraindre au-delà du raisonnable. Moi, je trouve que l'effort qui a été fait cette année devrait limiter définitivement, j'espère, les efforts dans le champ de la culture. Ou alors, ce sera une révolution, et une révolution qu'on appellera la révolution culturelle. J'espère qu'elle aura pas lieu. Voilà, Jacques. Vous avez parfaitement parlé, Monsieur le Président, il n'y a plus rien à dire. Ouais, un mot quand même du 1% culturel apporté par l'État, c'est symbolique, c'est quoi?
Oui. Vous ne l'avez pas souligné, donc... Vous avez dit symbole. Alors, on se souvient que l'an dernier, il y a 2 ans, il y avait à vos côtés un certain Jean-Pierre Moore. Vous vous dites tous les matins, là, depuis dimanche, que heureusement que vous avez essayé d'enterrer l'âge de guerre avec le nouveau maire de Montpellier et peut-être prochain président de l'AGLO. Ça veut dire que les collaborations vont se poursuivre. Mais elles n'ont jamais cessé, les collaborations. Elles ont été dans un rapport... Elles ont été dans un rapport de force qui fait partie des choses de la politique. Mais moi, je salue... lorsque j'ai appelé Moore à l'effort financier pour accompagner le printemps des comédiens, il a répondu favorablement. Donc, il sait que je l'en ai abondamment remercié. Je n'ai pas de raison de croire que l'agglomération puisse se passer aussi d'être partie prenante d'un aussi beau domaine qui est situé, le domaine d'art et de culture d'eau, situé en plein milieu de l'agglomération, desservi par 2 lignes de tramway. Bon, c'est pas possible que des choses comme ça soient pas prises en compte. Donc, moi, je n'ai pas engagé ce débat avec le futur président de l'agglomération, dont je ne sais pas qui il sera. Puisque pendant toute leur campagne, on nous a dit, Philippe Sorel nous a dit qu'il ne voulait surtout pas être président de l'agglomération. Il semble qu'il ait changé de position depuis hier, donc s'il a changé de position, c'est avec lui que je discuterai. Mais j'ai déjà discuté avec lui, je l'ai reçu 1h15 avant-hier, donc nous sommes dans un désir de dialogue. Mais je ne peux pas dire plus à la représentante. Il faut d'abord que les actes officiels de création de l'agglomération et de ses représentants, de l'élection du président, du représentant du volet culturel soient connus pour qu'on puisse engager, que Jacques puisse engager un débat et moi également. Je ne peux pas en dire plus. Alors, changement à Montpellier, changement à Béziers aussi. Est-ce que Jean, on peut vous demander un mot sur... bon, on sait bien que le domaine sortie ouest est très indépendant de la ville de Béziers, mais quand même dans un contexte un peu... Enfin, vous avez continué un travail dans une ville un peu sinistrée, sur lequel plein d'incertitudes. Comment vous voyez les choses? Alors, je laisserai Jean Varela répondre sur cet aspect particulier que vous soulevez. Je veux seulement dire que dans les abacs des budgets à venir, nous avons inscrit 11 millions d'euros pour accompagner le développement de Sortie Ouest et nous maintenons cette intention. Sortie Ouest est quelque chose que nous maîtrisons complètement sur un territoire du terroir, sans pratiquement d'intervention de la ville. Donc, si vous étiez venu à Béziers il y a quelque temps, vous auriez eu beaucoup de chance, celle de pouvoir aller au musée, s'il est ouvert, s'il était ouvert et éclairé. Il y avait 5000 personnes par an au musée de Béziers. C'est énorme. Même la Malou, les bains enviaient nos expositions internationales. Après, vous vous promenez dans les rues, vous allez on va voir un cinéma. Vous auriez vu la façade du cinéma, parce qu'il n'y a aucun cinéma ouvert à Béziers. Puis vous seriez allé au théâtre municipal, et vous auriez dit, tiens, Yves Rouquette avait raison quand il disait une des chances de Béziers, c'est de devenir une gérontopole. Parce qu'il y a eu un travail de renouvellement du public formidable depuis des années à Béziers. Et puis, vous auriez pu aller voir l'adjoint à la culture, qui a échoué là, et peut-être vous auriez pu l'accompagner quand il déposait une gerbe sur la stèle de l'OAS chaque année. Donc la situation à Béziers n'est pas nouvelle, et ce qui s'est passé dimanche, c'est un terreau, c'est sur un terreau que ça s'est passé. Nous, à Baïsan, grâce au département, à Jean-Michel Duplat, André Véziné, à Jacques Atlan, depuis presque 8 ans, et à Béziers et sur le Piémont du terroir, nous menons un travail de service public, d'éducation populaire, qui n'a pas suffi. Et c'est un véritable choc, un véritable questionnement sur la force de notre action. Que pesons-nous? Comment pouvons-nous, comme l'a dit Hugo, éclairer des flambeaux dans les esprits? Alors aujourd'hui, les Mitterrands ont choisi. Moi, je crois qu'il ne faut pas se tromper et il ne faut pas surjouer ce qui va se passer.
parce que l'analyse que je fais, c'est que le nouveau maire de Béziers ne va pas reproduire ce qui s'est passé à Vitrolles et à Marignane. Et donc, il faut attendre, être vigilant et réagir au cas par cas. Et nous, depuis Baïsan, depuis l'ensemble du territoire, avec les acteurs qui sont présents, avec les forces sur le terrain, continuer à défendre le service public, le sensible et l'intelligent. Et je voulais remercier André Désiné, Jacques Atlan, au nom de Jean-Claude Carrière et de l'ensemble du conseil d'administration du Printemps et de l'équipe, parce que, au-delà de la compression budgétaire que vous avez été amené à faire, vous êtes toujours à nos côtés. Pour que les artistes puissent donner dans la chose poétique, dans l'émerveillement, puissent s'ériger en barrage contre ces idées noires. Vous êtes là et vous ne considérez pas les artistes comme des animateurs économiques pour des retombées touristico-hôtelières. Vous êtes là parce que, avec nous, parce que vous êtes conscients que notre travail, c'est le travail de l'imaginaire. Et ça, je voulais vraiment vous en remercier. C'est la base de mon engagement et c'est l'engagement de l'équipe à Béziers et à Sortie Ouest. Alors cette 28e édition, elle se déroulera du 3 au 29 juin. Elle accueillera 22 spectacles pour 78 représentations. Et pour ouvrir, j'ai souhaité non pas appeler immédiatement un grand texte, mais me souvenant de l'impact l'an dernier de Kiss and Cry, la création de Jacques-Aurin Dormel, j'ai essayé de chercher une compagnie qui pourrait nous présenter un spectacle qui allie à la fois le théâtre et la danse, qui allie la musique, le théâtre et la danse, et qui nous amène vers une forme vivifiante, une forme créatrice d'empathie, une forme qui pourrait pendant un mois générer un esprit de partage sur l'ensemble du domaine et pendant le festival. Et cette équipe, c'est vers Pépinton que je me suis tourné. Pépinton, c'est une compagnie belge qui fait le tour du monde. J'avais vraiment beaucoup aimé leur dernier spectacle, Alloué, et je suis allé rencontrer Franck Chartrier, le chorégraphe, et il m'a proposé de venir créer à Montpellier le premier volet de leur futur projet qui est une trilogie sur la famille. Cette trilogie s'appelle Vader. Elle met en scène dans une maison de retraite un père, symbole de la famille, qui est là entre réalité et perte de la mémoire, et dans cette ambiance de maison de retraite, entouré tout à la fois par sa famille, par des visites, par les gens de la maison de retraite, son imaginaire va se développer. Et son imaginaire va appeler des bribes de souvenirs, et ces bribes de souvenirs vont permettre au chorégraphe de créer un véritable mouvement perpétuel au plateau. Je crois que ce spectacle qui sera donné pour 2 représentations au Théâtre Jean-Claude Carrière ouvrira magnifiquement en nous rappelant qu'ensemble, même dans l'âge qui précède la traversée de l'Achéron, on est plus heureux, que le partage nous rend plus fort, que l'empathie est une de nos grandes forces collectives. Et il m'amusait de mettre en balance avec Vader et cette idée de ce père donc quichotesque, une des grandes figures du théâtre français, du théâtre classique, c'est l'Alceste de Molière, du Misanthrope. Je trouvais que cet Alceste qui se retire du monde, sans force humaine, qui fait l'éloge du renoncement, qui, lorsqu'on lui dit un compliment en tant que mensonge et hypocrisie, pouvait avoir un très beau retentissement face à la proposition de Pépinton. Et ce Misanthrope, qui pour moi est la plus belle pièce de Molière, parce que Molière, dans le Misanthrope, peint les siècles, qui peint le cœur de l'humanité. Je trouve qu'il s'élève très très haut dans la comédie de Meurtre. Pour donner à voir ce Misanthrope, nous avons invité Jean-François Sivati et son équipe. C'est un spectacle qui a été créé au Théâtre National de Bretagne, qui a beaucoup tourné, qui a joué un mois à l'Odéon, et Jean-François Sivati accepte de le recréer pour l'amphithéâtre d'eau. Et s'il a accepté de recréer son Misanthrope pour l'immensité de l'amphithéâtre d'eau, c'est parce que son théâtre, qui fait de tout théâtre, et qui mêle tout à la fois l'art des Povera et l'art baroque,
appelle un jeu tout à fait généreux, un jeu qui peut s'apparenter au souvenir du théâtre de Tréteau. Et il a en tête de distribution, pour incarner Alceste, le magnifique, le sauvage, pour moi l'unique Nicolas Bouchot, qu'on nous a vu accueillir il y a 2 ans, ici dans la Loi du Marcheur, le très beau spectacle qu'il avait monté avec Éric Guidry sur certaines années, le critique de Libération. Nicolas Bouchot n'est pas Alceste, il porte le misanthrope dans sa force. Et ce spectacle qui fait tout à la fois entendre Lully et les Clages a une force, une qualité, c'est qu'il fait résonner magnifiquement bien l'Alexandrin. La direction d'acteur Jean-François Sivadier révèle à nos oreilles contemporaines ce texte qui a 3 siècles et cette langue quasi morte. Et on entend dès le début l'Alexandrin molièresque dans toute sa splendeur. Et comme il nous plaisait d'accueillir Nicolas Bouchot, nous lui avons proposé un parcours de comédien, un parcours d'artiste. Et Nicolas me parlait depuis quelque temps d'un projet qu'il avait avec Éric Guidry, donc même équipe que La Loi du Marcheur, autour du roman de l'auteur anglais John Berger, qui vit en France depuis très longtemps. John Berger, c'est un auteur qui est né en 1926, qui est à la fois auteur, romancier, dessinateur, et qui a mené dans sa vie d'artiste plusieurs expériences un peu particulières. Et dans les années 50-60, il est parti en compagnie d'un photographe en Angleterre, mais dans l'Angleterre paysanne, dans l'Angleterre reculée, pour suivre un médecin de campagne, John Chaucer. Et partant de là, il nous amène à rencontrer cette communauté rurale. Ces personnes, ces paysans un peu simples de prime abord, mais qui ont en fait une très grande humanité. Et John Berger nous donne à voir des portraits entre clairs et obscurs, des portraits entre proches et lointains. Et c'est un roman, Le métier idéal, à la fois engagé, c'est à la fois une invitation au voyage, et c'est superbement porté par Nicolas Bouchot. Je dois dire que si la direction d'acteur de Jean-François Sivadier dans Le Misanthrope est magnifique, parce qu'elle permet de voir toute la puissance de jeu de Nicolas Bouchot, la qualité du travail, la rigueur du travail d'Éric Guidry, que je connais depuis très très longtemps, pour l'avoir accompagné il y a plus de 20 ans dans mes premières aventures artistiques, et d'une rigueur qui sied totalement à Nicolas Bouchot. Et il me semble que dans Le métier idéal, Éric Guidry révèle encore une facette quasi inconnue de cet immense comédien que Nicolas Bouchot. La force de ce spectacle, comme d'ailleurs sur Le Misanthrope, c'est qu'il semble, en tout cas c'est ce qui m'est apparu, que le texte est inventé sur le champ. Il semble que les spectateurs sont conviés dans le cratère de l'invention du théâtre, de l'invention du mot, là sur le vif. Et ça me touche beaucoup. Il semble qu'il y ait une grande part d'improvisation. Et d'ailleurs, je vais dire un collectif, pour parler du travail de Jean-François Sivadier, puisque la compagnie co-dirigée par Nicolas et par une autre personne, ces collectifs travaillent énormément sur ce sentiment donné aux spectateurs de voir le texte se créer là, in situ. Et il y a un collectif qui travaille cette pierre de l'improvisation que j'ai découvert cet hiver à Valence. C'est le collectif In Vitro que nous avons accueilli. Nous avons invité à venir au Théâtre d'Eau pour Nous sommes seuls maintenant. Collectif In Vitro, animé par une jeune metteur en scène, Julie Deluquet, qui est maintenant associée chez Jean Bellorini au Théâtre Georges-Philippe. Jean Bellorini, artiste très présent ces dernières éditions au printemps, on se souvient de Tempête d'un crâne, la dernière de la création de Lilium. Eh bien, Jean les invite au TGP en résidence, et quand j'ai vu leur travail, j'ai été séduit. C'est un collectif qui travaille sur une écriture travaillée en commun, une écriture collective, mais ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont écrit, ils se permettent, pendant la représentation, entre les scènes écrites, de donner à entendre des larges parts d'improvisation. Et ça donne à ce spectacle Nous sommes seuls maintenant cette inventivité, cette facilité de jeu et d'écoute qui nous permet à nous, spectateurs, d'être avec eux au plateau pour une histoire qui parle de nous. Donc nous nous sommes rencontrés, plusieurs directeurs, le directeur du théâtre d'Angers, la directrice du théâtre de la Criée, du Festival d'automne, et nous nous sommes dit finalement, si Sylvain Creusevaux
arrive avec le Capital à donner la même force qu'il a réussi à donner dans Notre Terreur, on peut peut-être toucher là une matière théâtrale passionnante. Pour ceux qui n'ont pas vu Notre Terreur, il s'agissait de travailler pour lui sur le comité de salut public de 1793, celui qui voyait Robespierre, Saint-Just, Danton se réunir au Louvre autour de cette table verte. Et il avait constitué ce spectacle, fabriqué ce spectacle, à partir des minutes historiques des archives. Et il avait réussi à nous plonger, nous étions installés en bifrontalité, dans l'effervescence de cette révolution en train de se faire. Cette révolution portée, non pas par ces figures emblématiques que l'on voit aujourd'hui, historiques, mais par des jeunes gens, ils avaient tous 20 ans. Et ils étaient là réunis dans une urgence intellectuelle, une urgence de l'action, comment défendre telle frontière, comment envoyer de la farine dans telle province, comment envoyer un tel qui est notre ami demain à l'échafaud, etc., etc. Et on s'est dit, s'il arrive à créer cette même effervescence, cette même intelligence de jeu, grâce à sa troupe virtuose, on touchera là un bel objet de théâtre. Le spectacle vient d'être créé, il est en totale évolution, au bout d'un an, on a un matériau de théâtre considérable. Votre confrère des Échos en a fait un très bon retour dans son journal en disant, oui, Creusot est arrivé à redonner ce qu'il avait réussi avec Notre Terreur. Oui, on a face à nous Raspail, Louis Blanc, oui, on a Engels et Marx, et oui, finalement, Marx avait raison quand il parlait de son œuvre, c'est une œuvre shakespearienne. Quand Marx parlait du Capital, il disait, j'ai écrit un opéra singulier, que certains ont qualifié d'opéra entre Büchner et Wagner, par exemple. Et il semblerait que les grandes tirades entre Engels et Marx sont du tonneau d'une œuvre shakespearienne. Et je crois que les trois représentations qui verront le spectateur installé en trifrontalité dans le théâtre Jean-Claude Carrière feront non seulement, comme le dit les Échos, un tabac, un carton, mais évidemment, Président, une révolution, celle qu'on fera lorsque vous nous baisserez encore un peu plus la subvention contrainte que vous ferez par l'État qui est toujours très très méchant avec vous. Merci de votre compréhension. Alors, ce festival, il est aussi travaillé en variation, et pour accompagner les spectateurs vers le Capital de Creusot, j'ai demandé à Jacques Allaire de reprendre un bel objet théâtral, genre de théâtre documentaire, de réunion théâtrale, de théâtre en cellule presque. Et ça se jouera au studio Gabriel Monet pour 40 spectateurs, une série à peu près de 10 représentations. Ça s'appelle Marx Matériaux. Vous êtes conviés là, en compagnie de Luc Sabot, dans un salon, à entendre les équations du Capital, à voir comment on dénoue toutes ces idées extraordinaires du Capital. Comment la marchandisation du monde se réalise. Comment il y a de plus en plus présent dans nos esprits ce fétichisme de la marchandise. Et réfléchissant, je me suis dit, allons voir comment l'ogre occidental, qui est le Capital, comment dans sa force historique, sa capacité à renaître de ses cendres, comment le Capital est allé chercher les moyens de son expansion partout dans le monde. Comment il s'est développé par-delà l'Europe. Et je me suis souvenu d'une émotion très forte que j'ai eue l'an dernier au Festival d'Avignon, quand j'ai vu, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un objet artistique, ce n'est pas une exposition, c'est un moment de grande intimité. Quand j'ai vu le travail de Brett Bailey, le metteur en scène sud-africain, ce travail qui s'appelait Exibibi. Nous étions conviés, un par un, à rentrer dans une église désaffectée, comme Avignon en contretemps, et nous nous trouvions face à des stations, nous faisions un parcours, et dans ces stations étaient exposés des êtres vivants noirs. La première station était une reconstitution d'un cabinet de curiosité avec des animaux empaillés, des cartes de navigation, et au milieu des hommes et femmes présentes qui nous regardaient, qui représentaient les pygmées. Puis il y avait une autre station avec une dame sur une tournette, c'était la Vénus noire. Puis il y avait des chants africains sublimes. Puis il y avait 2 sièges d'avion avec un black attaché parce qu'il n'avait pas ses papiers et on comprenait qu'on allait le renvoyer dans son pays. Et j'ai voulu, bouleversé que j'étais à la sortie de ce moment Exibibi, j'ai voulu rencontrer Brett Bailey
Il m'a dit, voilà, depuis des années, je travaille sur la situation de l'Afrique de l'Afrique. Je voudrais parler du Congo, je voudrais parler du génocide de Hutu, 5,4 millions de morts, plus grand génocide après la Seconde Guerre mondiale. Je voudrais interroger le monde, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se stabiliser, pourquoi les multinationales, les gouvernements locaux, les gouvernements étrangers permettent que des bandes enrôlent des enfants qui viennent des soldats. Eh bien, me dit-il, c'est parce que notre sous-sol est trop riche et que nous avons tous besoin de ces richesses-là et que nous considérons collectivement que les morts africains sont des dommages collatéraux. Je veux parler de ça, je veux parler du pouvoir, je veux parler de la prise du pouvoir. Et pour parler de ça, et des conséquences de la colonisation, je veux m'appuyer sur une œuvre symbolique du génie occidental, c'est le Macbeth de Shakespeare. Mais pour aller plus loin, je veux montrer le théâtre total européen. Et le théâtre total, c'est l'opéra. Et je voudrais travailler tout à la fois sur le Macbeth de Shakespeare et sur le Macbeth de Verdi. C'est la première œuvre que Verdi adapte de Shakespeare en 1867. C'est une œuvre musicale extraordinaire avec des arias sublimes. Et Brett Mendele me dit, je vais commander à Fabrizio Casol une réduction du Macbeth de Verdi pour un orchestre de chambre. Je vais inviter 12 acteurs, chanteurs d'opéra noirs, et nous allons nous plonger dans cette œuvre. Nous allons mêler le génie européen, le génie occidental et les esthétiques africaines. J'ai vu des répétitions de ce travail. Le spectacle sera créé au Festival de Vienne en Autriche, où nous sommes associés avec ce festival pour pouvoir porter cette production. Il viendra juste après à Montpellier jouer à l'amphithéâtre. Et je crois que ça va être un moment très très fort de beauté esthétique et d'engagement politique. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique met sur des rafios ses enfants au risque, au péril de leur vie. Alors, pour aller de variation en variation, il m'a semblé intéressant de questionner encore un peu Macbeth, et c'est un metteur en scène qui est déjà venu au printemps, il y a 2 saisons avec les 3 Richard. C'est un metteur en scène anglais qui connaît son Shakespeare par cœur. Il me dit toujours que son père les biberonnait le soir au Shakespeare et qu'il leur lisait tous les soirs une œuvre de Shakespeare, à lui et à ses sœurs. Ce metteur en scène, c'est Dan Gemmett. Et Dan Gemmett a conçu un petit moment de pur plaisir, de pur bonheur théâtral pour un acteur qu'il connaît très bien, un acteur qui a été formé à Montpellier, un acteur puissant qui est entre Rému et Gérard Depardieu, un acteur populaire, un acteur qui pense aussi le théâtre. On se souvient de son travail sur Guy Debord, c'est David Ayala, un acteur qui a déjà été dirigé par Dan Gemmett. On se souvient de La Comédie des Erreurs il y a quelques années. Et là, ils ont conçu ensemble ce moment formidable de théâtre, où on voit David Ayala incarner un metteur en scène qui, à l'issue d'une représentation de Macbeth, donne des notes à ses acteurs. Et évidemment, chemin faisant, Ayala, metteur en scène, va interpréter Macbeth. Il va donner à entendre les grands monologues de Macbeth, et là, il est d'une puissance de jeu inouïe, juste pris dans un halo de lumière, et il va se hisser à la hauteur du clown shakespearien en montrant les chorégraphies, les mimiques nécessaires à l'interprétation de telle ou telle figure du Macbeth. C'est un spectacle. L'art est-il une marchandise? L'art est-il là pour élever nos esprits? L'art est-il là simplement posé comme un ornement sur une console? Évidemment, cet artiste important, majeur, c'est Rodrigo Garcia, et j'ai souhaité qu'il soit présent comme un signe de fraternité dans cette 28e édition. Et je salue Nicolas Roux qui est là, qui est directeur adjoint du Théâtre des 13 Vents. Et Rodrigo sera là avec Golgotha Picnic. Ce magnifique pique-nique, cette œuvre dramatique très forte. L'écriture de Rodrigo Garcia est une écriture très très puissante. Cette œuvre parfois dérangeante, parfois choquante, mais toujours pertinente, qui pose la question de la vulgarité, qui pose la question de notre rapport à la marchandisation, du rapport de l'art à la marchandisation. Vous pourrez la voir, cette œuvre, à Grammont. Vous savez, elle a fait beaucoup parler d'elle.
Je pense que les associations les plus réactionnaires auront du mal à aller à genoux depuis la Comédie jusqu'à Gramont, mais on l'a pour les attendre. Et vous serez invité dans une scène contemporaine. Vous serez invité dans l'atelier de Goya ou de Rubens pour voir des images sublimes. Et alternera avec ce texte très fort. Et vraiment, je crois que Rodrigo Garcia était un grand auteur. Je l'ai lu à Sortie Ouest encore en décembre quand nous avons accueilli Goya versus Borges, ou Borges versus Goya. L'écriture est formidable. Cette écriture alternera avec les 7 dernières paroles du Christ d'Haydn, jouées en direct par Marino Formanti, cet immense concertiste. Voilà une œuvre qui fait hommage à notre travail de création, qui fait hommage au beau et qui sera donnée 2 fois, peut-être un peu plus vu le succès d'estime qui se dessine. Et elle sera là pour accueillir un autre artiste qui lui aussi interroge notre relation à l'art, la relation intime et la relation collective. C'est Ivo Vanov, que je voulais accueillir depuis plusieurs années. J'avais été très ému par ces tragédies romaines. Et Ivo Vanov a accepté de venir donner, de recréer pour l'amphithéâtre l'adaptation des 2 scénarios de Bergman, après la répétition et Persona. Et Ivo Vanov a décidé de monter après la répétition et Persona, après Scène de la vie conjugale, après avoir touché aussi au cinéma de Cassavetes. C'est quelqu'un qui interroge la relation esthétique du théâtre et du cinéma. Et quand on interrogeait Bergman sur ces 2 scénarios, après la répétition et Persona, Bergman disait ce sont 2 sonates qui questionnent la relation de l'homme à l'art et de la société à l'art et à la création. Et ces 2 scénarios sont des hommages au théâtre. Après la répétition, c'est un directeur de théâtre dont la vie privée n'existe pas, sa vie n'est que le théâtre. Cet homme tombe amoureux d'une jeune comédienne qui finit de répéter, et leur relation ne peut se faire que par le prisme du théâtre. Et dans Persona, on a en présence une grande actrice qui joue Électre, et qui va rentrer en aphasie, se questionnant alors qu'elle joue Électre sur la puissance du théâtre. Elle s'aperçoit que peut-être le théâtre n'a pas d'autre puissance que celle qui résonne dans la salle. Elle va perdre l'usage de la parole. Et je vous assure que la direction d'actrice au scalpel permet à la transe, permet à la catharsis théâtrale de venir, que la beauté de la scénographie, tout à fait rare dans Persona, les murs de la maison explosent et on se retrouve au milieu de la mer, avec ces 2 corps d'actrices dessinés par les rayons du soleil qui dardent comme ça. Puis un orage apparaît. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'orage que Sivadi aurait pu utiliser pour le théâtre baroque. C'est un orage de cinéma avec le vent, la pluie. Et ces corps qui sortent comme ça sur le plateau sont... Et Evelyne Guidi nous a proposé de donner ces balayeurs de l'ordre dans le bassin du domaine d'eau. Mais dans un bassin laissé à nu, sans aucune installation scénique, dans sa beauté quasi originelle. Et je vais voir les répétitions de temps en temps et je vous assure que les corps des acteurs, vous y allez, ils sont là l'après-midi, dans ce bassin me font penser au début du théâtre, me font penser au lever du jour. Et l'idée, c'est de créer, comme après peut-être la bataille entre Polynice et Éthéocle, une ville jonchée de détritus, une ville dans laquelle les derniers habitants se rassembleraient autour de Brasero. Et une centaine de spectateurs seront conviés chaque soir à une déambulation, le mot est cher au printemps, depuis les oliviers jusqu'au bassin comme ça. Et nous serons en toute proximité avec les artistes, avec les comédiens, pour entendre cette magnifique adaptation que Mouchkine avait choisie de Jean et Mayotte Bolov. Et nous entendrons c'est Christophe Perton, ancien directeur de la Comédie de Valence, qui va diriger les comédiens sur un choix de texte de Pasolini. Là aussi une série de représentations en entrée libre sur notre relation à Dieu, notre relation à l'art, et en même temps, il n'y a pas de printemps sans cirque.
avec toujours les rendez-vous de 18 h, rendez-vous avoir un peu de liberté en famille, dans la prairie, on est loin de la cérémonie du théâtre. Belle entrée aussi dans la journée du spectateur, avec la machine, théâtre, un spectacle accompagné le fardeau autour de la jonglerie, et le doux supplice de la planche autour de la bascule. Une compagnie finlandaise qui donnera petit mal à l'amphi d'eau. Il s'agit de l'école de cirque qui s'approche du cirque nord-américain. On est dans la performance, on est dans le show quasiment. En même temps avec, comme chez Sivalier pour le théâtre, la capacité de faire avec tout du cirque comme lui fait avec tout du théâtre. Nous accueillons dans le cadre de notre partenariat avec le domaine départemental d'art et de culture de Baïsan, le cirque Rasposo, que vous connaissez, qui était déjà au programme l'an dernier, mais nous avions dû annuler notre présentation en raison d'une blessure, donc le spectacle mort. L'an dernier, vous avez été 10 000 à arpenter les bosquets du parc. Comme le parc fait 32 hectares, on n'a pas l'impression d'être aussi nombreux, et il se dégage cette nuit une grande fraternité. On voit des familles pique-niquées, on voit des familles partager des esthétiques musicales, et c'est toujours un ravissement. Et comme ce ravissement nous plaît beaucoup, on le continuera le lendemain avec un hommage à Gainsbourg. Gainsbourg, poète majeur, lecture, spectacle, où on voit le mythe un peu s'effacer au profit des mots biaisés d'un parcours érotique, exotique, du rock'n'roll. Et ça sera dit par Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie Française, qui a beaucoup travaillé avec Dan Gemmel, dont je parlais tout à l'heure. Nous diffuserons au théâtre Jean-Claude Carrière un film que le service vidéo du département avait réalisé. Et je dis bien un film, il ne s'agit pas d'une captation de travail, mais Luc Bazin et son équipe avaient fait un très beau travail de repérage, de montage ensuite. Et nous diffuserons en représentation unique ce film capté sur le spectacle. Moi j'ai envoyé un message de soutien à Olivier Pille, parce que je trouvais qu'à la place où il était, il fallait faire entendre ça. J'ai toujours une petite appréhension que j'avais déjà en 2003 quand nous nous sommes battus. Et j'ai une pensée ce jour pour les intermittents. J'espère que l'accord ne sera pas signé par la ministre, en l'état en tout cas. Parce que nous ne sommes pas des animateurs pour développer l'hôtellerie et la limonade. Alors, vous avez vu, il y a un rapport qui est sorti qui dit que la culture pèse plus que l'agriculture et l'automobile, 3% du PIB, c'est très bien. Mais vous savez, si demain, un groupe financier... Ça veut dire qu'il y a un théâtre avec lequel vous ne vous identifiez pas du tout, celui de Jean-Marie Bessier, pour parler de lui, par exemple? Disons que je suis plus proche du théâtre de Rodrigo Garcia. Et l'un empêche l'autre? Non, l'un n'empêche pas l'autre, mais je trouvais qu'il n'y avait pas d'utilité à faire entendre des œuvres. Il se trouve que le plasticien Thierry Plus nous a proposé cette image que j'ai trouvée très belle en novembre, et qu'elle est sortie au mois de mars, enfin au mois de février. Voilà. Les spectacles sont accessibles à petits et grands. Enfin, je pose la question parce que certaines scènes de nu dans certains spectacles ont pu choquer les enfants. On les a vus dans les éditions précédentes. Et est-ce que par exemple Max Matériaux, c'est un spectacle recommandé aux ados pour s'imprégner, comme première empreinte? Grands ados. Je grands ados. Pour le reste. On essaie. L'an dernier, j'avais fait une erreur. Je n'avais pas noté sur le spectacle 300 ou fois 51, l'âge. J'ai eu quelques retours de bas. L'année dernière, vous aviez dit on est au taquet, on est sous pression, on ne peut pas faire plus, il nous faut des moyens supplémentaires pour faire évoluer le festival. Bon, il se trouve que vous avez moins 6%. Comment vous faites? Est-ce que ça freine d'une certaine manière l'élan que vous aviez donné? Je crois aux vertus que vient de développer fort intelligemment Jean Varela. Et moi, il a ses formules, j'ai les miennes, et il m'arrive très souvent dans les discours publics de dire que
la culture a les vertus d'élever l'âme et l'esprit, et que ça, c'est des vertus que nous n'avons pas le droit d'abandonner. Donc c'est la raison pour laquelle je serai tout à fait favorable pour sanctuariser. Mais vous savez, dans l'exercice qui m'est donné de faire, nécessité fait loi. Et à un moment, lorsqu'on ne peut pas faire autrement, il faut, bien entendu, y compris aller vers la sanctuarisation des budgets et les corner un petit peu. Mon espoir est que je ne serai pas obligé de refaire cet exercice, parce que c'est un exercice terrible. Mais il nous a amené quand même des effets positifs, même sur des masses budgétaires considérables, alors que nous pensions être contraints d'augmenter de 3% les budgets. Nous sommes arrivés à réduire l'augmentation à 2,3. Alors ça va vous faire sourire, passer de 3% à 2, oui, seulement quand c'est sur des masses budgétaires considérables, on peut arriver à dégager des marges. Cette année, notamment dans le champ social, tout en respectant les obligations que nous avons dans ce domaine, qui sont des obligations notamment sur les aides individuelles, nous sommes arrivés dans un travail qui est un travail considérable, qui se fait autour du directeur général Jean-Michel Paris, que je salue et dont vous savez aussi tout l'intérêt qu'il porte à la culture. Nous avons sur le champ social réduit les marges d'augmentation. Là, il n'était pas question de diminuer de 6%, c'était impossible, hein. Donc c'était quand même un domaine protégé. Mais malgré tout, on a récupéré. Sinon, d'ailleurs, c'est une baisse de 12% que j'aurais été obligé d'appliquer. C'est parce que, donc ça, c'est notre travail. C'est notre travail. Nous allons tenter au maximum l'an prochain de pouvoir retrouver les mêmes volumes financiers pour mener. Mais je serais hypocrite si je vous disais que j'ai une certitude absolue dans ce domaine. Parce que sur les fameux 50 milliards, nous ne savons pas encore comment nous allons être ponctionnés. Mais nous allons l'être. Nous venons d'être ponctionnés d'1,5 milliard il y a 2 ans, 1,5 milliard cette année, et l'an prochain, le 1,5 milliard risque de devenir 3 milliards. Hein. Dans la prévision, connaissons plus ou moins, parce que hier encore j'entendais un chroniqueur dans une émission sur A5 qui disait ces 50 milliards, on ne sait pas encore comment ils seront ventilés, donc il n'y a pas d'indication formelle là-dessus. Alors là, je ne peux pas vous en dire plus. Hein. S'il y a une chose dont j'ai horreur dans l'action politique et dans le discours public, c'est de dire aux gens, oui, soyez rassurés, vous serez protégés absolument. Moi, c'est mon intention de protéger absolument la culture. Il se peut même qu'un tsunami nous tombe sur la tête, c'est celui de la fameuse clause de compétence générale. Si jamais les prévisions de certains discours, notamment de Jean-Marc Ayrault, mais Jean-Marc Ayrault n'est plus, donc on ne sait pas ce que dira Manuel Valls. La clause de compétence générale venait à disparaître. Là, je me trouverais devant une toute autre obligation. C'est un préfet qui, au titre de l'exercice du contrôle de l'égalité, m'interdirait de porter des budgets sur l'acte culturel. Donc, ça, c'est l'horreur absolue, hein, celle que j'espère nous pourrons éviter. Je voudrais dire les choses bougent très vite. Un président hier de l'agglomération, demain un autre, le même, et quelle sensibilité, quelle vision des choses, le président l'a déjà dit, et par-dessus tout, la difficulté de savoir comment, très rapidement, où une discipline sera imposée aux collectivités, ou au contraire, elles continueront d'agir avec une certaine autonomie. Et je voudrais répondre sur la question et compléter le propos du président sur notre difficulté dans le domaine culturel pour le département, uniquement pour le département. Nous sommes ici au domaine d'eau et avec Jean Varela et son magnifique festival. Mais le département ne se résume pas, et ça n'est pas réduire sa qualité que de le dire,
la politique culturelle du département ne se résume pas et ne se limite pas au printemps des Goyens, ni même au domaine d'eau. Nous avons un territoire. Voilà, aujourd'hui, il y a encore des pistes de collaboration avec les autres collectivités. Nous travaillons avec l'agglomération de Montpellier, nous travaillons avec beaucoup d'institutions, même si notre intervention devient de plus en plus fine et légère, mais vous le savez pourquoi, nous avons des collaborations et des partenariats. Et lorsque l'on se pose la question de l'incertitude de l'avenir, c'est aussi cette question qui est posée. Elle est posée, il n'y a pas de solution, je ne sais pas. Elle est posée. Mais il y a encore un troisième champ d'application. C'est le département lui-même et le territoire. Et le président ne voudrait pas, et je le sais bien, qu'on ignore tout ce qui se passe au-delà de l'agglomération et au-delà de la ville de Montpellier. Nous avons, et je ne parle pas de Béziers, et de Bessan, ce sont deux pôles culturels essentiels. Mais il y a tout le territoire. On sait bien, on ne va pas y revenir, sur ce que l'épiphénomène de la suppression d'une subvention à un festival a engendré. Vous voyez donc bien combien l'épiderme est sensible. Et le département ne peut pas ignorer qu'il y a aussi un territoire qui n'est pas l'agglomération de Montpellier, qui n'est pas la ville de Montpellier, qui est aussi des intercommunalités, qui est aussi des petites communes, sur un sujet qu'on aborde peu ici, dans les conférences de presse des festivals. Mais vous le savez bien, M. Dean, que l'action du département dans les agences culturelles départementales, c'est aussi de l'argent qu'on met dans un tissu qui n'a pas envie de mourir. Quelquefois il proteste, mais quelquefois il ne dit rien, et il souffre. Donc, les incertitudes que nous avons à partir d'un festival ou d'une politique culturelle essentielle comme celle d'un festival aussi important, nous avons aussi l'obligation de regarder au-delà. Et donc, les questions demain se poseront de savoir si, dans l'agglomération par exemple, les partenariats extérieurs que nous avons pourront être maintenus. Est-ce que nous allons revenir vers une sorte d'autarcie départementale avec une forme d'égoïsme? Le département a des actions dont il est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'acteur essentiel. Faut-il qu'il ne regarde que cela par nécessité, ou au contraire, faut-il qu'il continue de disperser des fonds qui sont de plus en plus restreints vers d'autres partenariats? Donc voilà la difficulté que nous avons, c'est une vraie incertitude, et les deux champs dont j'ai parlé sont des champs qui vont nous préoccuper bientôt. En parlant d'autarcie, on ne comprend pas cette anomalie du 1% qui est carrément surréaliste, mais du 1% de la participation de l'État dans le festival, alors qu'il est à 50 ou 52% à Avignon ou dans plein d'autres. Est-ce que vous êtes en négociation et comment vous l'expliquez? Je pense que nous avons face à nous un État qui est totalement en faillite et désargenté. Donc c'est pas la peine d'attendre de lui quelque aide que ce soit. Hein. Ils attendent de nous une aide, mais nous, il y a longtemps qu'on a perdu l'illusion d'avoir une aide de ce côté-là. Donc on en fait aujourd'hui l'abandon complet, et puis on verra bien. Peut-être qu'il y aura des jours meilleurs, mais pour l'heure, de ce côté-là, je n'attends rien. Je n'attends rien. Donc nous ne pouvons compter que sur nos propres forces. Par contre, j'entends très bien ce que vous dites. Peut-être faut-il davantage travailler avec les autres collectivités de la place pour améliorer la mutualisation, tout ce qui peut permettre de gratter ici ou là quelques argent permettant de servir la cause culturelle. Voilà. Vous savez, quand on parle des métropoles, par exemple, vous savez que je suis vent debout contre la métropole lorsqu'il s'agit d'accorder sur le territoire de la métropole la totalité des compétences du département à la métropole. Ben, ça veut dire que si jamais cette idée prévaut, demain,
nous serons exclus du territoire. Alors qu'est-ce qu'il adviendra? J'en sais rien. Hein. Mais des fois, il m'arrive de me dire que finalement, ça pourrait être un bien pour un mal. Parce que si les rentrées financières du département restaient ce qu'elles étaient et que nous n'ayons plus le droit, je dis bien le droit légal, d'intervenir sur le territoire de la métropole, hein, alors l'argent dont nous disposerions, nous pourrions le mettre aux limites même de la métropole, de l'autre côté de la frontière. Et on est dans un truc complètement fou. On est en train d'inventer un département à 2 vitesses. D'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de se gratter le derrière de la tête parce qu'ils avaient inventé 14 métropoles. Et pour le moment, au résultat des municipales qui viennent de se passer, hein, ils sont en train de les perdre toutes, les métropoles. Celle de Lyon est perdue, celle de Lille est perdue, celle de Bordeaux est perdue, celle de Toulouse est perdue, celle de Marseille est perdue. Continuons les conneries. Continuons les conneries. Alors, sur les partenariats avec les autres collectivités, est-ce qu'il y a des projets qui pourraient se faire au niveau européen? Et après, je pense qu'il faut quand même qu'on reparle du marronnier du tramway, parce que là, il y a 5 spectacles qui finiront après le dernier tramway. Et est-ce qu'il y a un partenariat poussé à l'aglo qui serait juste à mettre un dernier tramway, éventuellement qui partirait de Malbos, comme ça les Arabes de la Payade restent à la Payade et ne viennent pas en centre-ville, puisque c'est, mon avis, pour cette raison, dans la le tramway, dans ce sens-là, et qui reviendrait comme une dernière navette. En tout cas, pour ce qui est des Arabes de la Payade, je les souhaite abondamment ici, et Arabesque est une des raisons de permettre à ceux-là, issus de l'autre rive de la Méditerranée, d'être chez eux ici, et surtout d'y mêler leur plaisir avec ceux qui sont parents de Garbage. Donc, il n'y a pas de problème, tous les publics sont accueillis ici de grand cœur. Monsieur Atlan, vous parliez de départements qui souffrent, qui ne disent rien. Si, enfin, bon, c'est vrai que les conseils généraux ne prennent pas toujours les porte-voix pour dire les choses, mais on entend parfois les choses en catimini, pour autant qu'on veuille les entendre. Et donc certains, et notamment ça s'est amplifié depuis dimanche, se posent si, par exemple, Pierre-Vive, c'était à faire. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous revendiquez, vous dites que ce n'est pas une erreur, on a bien fait de le faire, et donc de mettre de l'argent dans ce projet, plutôt qu'en autre endroit du département qui est en souffrance, comme vous l'avez dit? Je crois que personne n'imagine ce que fut l'aventure du domaine d'art et de culture d'eau. Tel que je l'ai trouvé, il y avait eu une initiative d'une grande intelligence qui appartenait à Gérard Somade et à Bedos. Ils avaient l'un et l'autre conjugué leurs efforts avec un conseil très éclairé qui était celui de Jean-Claude Carrière pour mener ici, pour donner à ce lieu une signification culturelle. Et le printemps du comédien a vécu sa vie. Puis ensuite, derrière, moi, quand je suis arrivé, j'avais une responsabilité. Beaucoup ont pensé que j'allais fermer la porte et que ça en était terminé du lieu culturel. Moi, il n'en était pas question, parce que j'avais bien la même perception qu'avait Gérard Somade de l'intérêt que pouvait avoir ce lieu magique, hein, en plein cœur de ville désormais. Donc, nous sommes attaqués à un investissement qui est considérable. Il faut voir le nombre de débats budgétaires que nous avons eus pour améliorer l'hydraulique, pour clôturer le domaine. On me disait que j'étais fou de clôturer le domaine. Le domaine, c'est toujours un domaine public, mais du fait qu'il est clôturé, hein, il ne connaît plus l'inconvénient d'avoir. Pour créer des parkings au lieu de se carrer sur les racines traçantes d'épinèdes, pour créer l'amphithéâtre, pour ensuite améliorer le théâtre d'eau, pour permettre à l'espace au nord de trouver toute sa signification, et puis enfin avec le dernier élément qui est le théâtre Jean-Claude Carrière, nous sommes aujourd'hui avec un outil remarquable. Il n'y a pas de raison d'imaginer des investissements puissants ici. On a perdu l'illusion mais c'est peut-être pas plus mal, de couvrir l'amphithéâtre, parce qu'à un moment on y a réfléchi, c'était d'un coût exorbitant, et il valait mieux se donner la possibilité d'avoir un espace couvert variant de 600 à 1200 places avec les fauteuils escamotables sur le théâtre Jean-Claude Carrière. Donc
là, on a vraiment fait le tout. Pierre Vive, c'était une ambition que j'avais aussi, et ça a été aussi un long parcours du combattant, 10 ans. 10 ans de travail pour arriver à sortir Pierre Vive. Et il n'y a que des imbéciles comme un certain candidat dont je vais oublier le nom, qui disait l'autre jour il faut fermer Pierre Vive parce que ça n'a aucun sens et nous y ferons un théâtre, nous y ferons un musée d'art contemporain. C'est parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait 250 000 personnes qui avaient franchi la porte. De Pierre Vive et qui s'étaient aperçus qu'ils avaient quelque chose qui leur appartenait à l'intérieur et que la beauté extérieure avait un répondant à l'intérieur qui était d'une signification encore plus forte. Donc sur Pierre Vive, on a gagné la partie, ce qui est important. Il est retourné à l'hôpital ce candidat, non? Il est retourné à l'hôpital, non? Je ne sais pas s'il est malade, on peut retourner à l'hôpital. Non, de le diriger. Si c'est le cas, il a bien fait d'arrêter de dire des conneries, parce que vraiment, c'était en plus, vous vous rendez compte, on peut servir à un public des choses comme ça, à un public qui vient pour savoir si demain telle ou telle ville est meilleure que telle autre, et on lui dit, on a là-bas un musée d'art contemporain qui est tout près, hein. On va, dès mon élection de maire, j'arrêterai, je le viderai, puisqu'il ne s'y passe rien dedans, et j'y ferai un musée. Mais il avait oublié seulement une chose, qu'il n'était pas propriétaire du bâtiment. Hein, et que donc, balancer ça à un public, c'était se moquer de ce hein. Mais il n'a pas dû y venir, effectivement, parce que...